Donc bonjour à tous, nous sommes Opium Philosophie, une association inter-étudiante ayant pour but de promouvoir la philosophie à travers divers médiums. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir au Reflet Médicis avec Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Claire, je suis très content d'être là pour parler de cinéma et de philosophie. Tout à fait, avec la projection ce soir de Citizen Kane à Paris, un grand événement. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi est-ce que tu es là, précisément, Laurent ? Parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur l'enfance, et pour moi Citizen Kane c'est un très grand film sur l'enfance d'un point de vue philosophique. Donc je me t'ai dit, les synesthésies c'est parfait pour ça. Et bien ça va être un grand moment, et effectivement ça va être parfait, on va aussi pouvoir parler de Deleuze et de l'image-temps. Donc une belle rencontre entre philosophie et cinéma s'annonce ce soir. Et après il y aura un débat. Oui, je suis curieux de voir ce que les gens ils vont apporter comme question, c'est toujours intéressant. Oui, ça va être absolument passionnant. Moi aussi, j'ai hâte et on est ravis de pouvoir promouvoir cet échange et on remercie beaucoup aussi le Reflet Médicis. Parfait. Merci. Ce passage au théâtre, il se voit aussi dans la manière dont il positionne les caméras parce que peut-être vous avez remarqué, beaucoup de ces plans sont filmés en contre-plongée. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pris vers le bas. Et en fait, c'est la manière dont au théâtre on voit le film, ou comme nous aujourd'hui d'ailleurs, on a aussi pu voir le film en contre-plongée. Et donc ça se voit totalement dans la manière dont il vient poser la caméra, ce passé du théâtre. Moi j'aime beaucoup que tu rappelles cette histoire. L'origine de Wells, il vient du théâtre, effectivement. On dit souvent de Citizen Kane dans l'histoire du cinéma, c'est ça, c'est qu'il invente le plan séquence. Parce qu'il a la possibilité d'avoir une profondeur de champ. Il peut avoir le premier plan et l'arrière-fond net en même temps. Donc avant, il fallait, si on voulait montrer une scène, il fallait couper et faire un montage. Lui, grâce à son opérateur de photo, vous avez vu le dernier panneau du générique, il y a le nom du réalisateur et en dessous du directeur de la photo, Greg Toland, qui est mis au même niveau que le réalisateur. Il invente des dispositifs techniques, ils inventent à deux des dispositifs techniques qui permettent de raconter comme un plan séquence. Donc on dit, voilà, avant l'écriture cinématographique, c'était le montage soviétique, on va dire, et avec Wells arrive l'idée d'un plan séquence. Mais en fait, c'est vrai, c'est important de rappeler ça. Ce qu'il veut faire, lui, comme il vient du théâtre, c'est presque faire danser ses acteurs dans la scène. En fait, c'est presque des chorégraphies. Il veut vraiment utiliser ce qu'il sait faire du théâtre pour faire en même temps du cinéma. Et donc ça donne ce résultat qui est très très beau. Il y a des scènes fantastiques de mise en scène avec plusieurs plans qui sont éblouissantes. Tout à fait, je me permets de rebondir parce qu'en fait c'est quelque chose qui va être très novateur à l'époque au cinéma, d'avoir ces différents plans qui en fait vont avoir un lien. On a différents plans qui vont entre eux jouer, et à l'époque c'était très novateur parce qu'avant on avait ce qu'on appelait plutôt, ce que Deleuze va appeler une profondeur d'image, c'est-à-dire simplement différents plans sans que ceux-ci n'aient vraiment de lien entre eux. Et en fait avec ce film Citizen Kane d'Orson Welles, on va se retrouver avec ce que lui va appeler une profondeur de champ parce que les plans vont venir jouer entre eux. On a par exemple ce fameux plan où au début il est tout enfant et il joue dans la neige, et ensuite ça va venir reculer petit à petit. On va se retrouver dans la maison avec sa mère et son futur tuteur ainsi que son père. Et au fond quand même on voit toujours le petit Kane jouer dans la neige. Et en fait ça va être... Avec sa luge. Avec sa luge, avec tout à fait, qui va avoir le lien de la fin. Et ça va être révolutionnaire pour l'époque. Je pense qu'il faut vraiment s'en rendre compte. Et ça va être un peu l'invention de la profondeur de champ au cinéma et de ce qu'on va appeler l'image-temps. C'est-à-dire qu'on va venir filmer le temps. On ne va plus avoir un montage qui va être au service du mouvement. On va avoir le temps qui va vraiment venir imposer au mouvement. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte avec ce mouvement qu'on a eu durant le film. Si jamais ce n'est pas clair, vous pourrez toujours poser des questions. Mais voilà, et c'est quelque chose qui va être très novateur et que Deleuze va relever dans le film. Quand le film arrive en France, la critique française, notamment André Bazin, voit ce film comme le summum du réalisme. Parce que justement, comme on pose la caméra et que c'est les acteurs qui se déplacent à l'intérieur du champ, comme il n'y a plus cet effet de montage, c'est en fait le réel qui se donne à nous. Alors ça va être la lecture pendant des années, mais avec l'analyse de Deleuze, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une reconstruction à l'intérieur de ce plan. Il y a une très très belle scène qui est un chef-d'œuvre d'illusionnisme, c'est la tentative de suicide de Suzanne.
vous savez, vous vous souvenez de cette scène? Elle est incroyable, cette scène. Au premier plan, on voit un verre avec une cuillère et une petite fiole. Elle est endormie, et dans le fond, on entend les gens qui frappent à la porte. Et alors Bazin adorait cette scène, il dit, voilà, on n'a pas besoin de nous expliquer qu'elle a essayé de se suicider. On comprend, parce qu'au premier plan, il y a ça, et c'est nous, dans notre esprit, qui recréons le fil narratif. Oui, sauf que, quand on lit l'histoire du tournage, et c'est Greg Toland qui raconte ça, le tournage de cette scène, c'est un festival d'illusions, en fait. C'est tout sauf réaliste. Ils ont tourné la scène en 2 fois. Ils filment d'abord le premier plan, allumé, et tout le reste de la pièce dans le noir. Donc le verre, le petit flacon, et Suzanne qui respire lourdement. Ensuite, ils prennent la pellicule, ils rembobinent la pellicule dans la boîte, et ils filment une 2e fois en éclairant uniquement le fond. Et ça fait une surimpression, donc la pellicule est imprimée 2 fois, et avec ce jeu de lumière, au final, on a cette scène. Donc c'est un tour de magie, cette scène. Donc c'est tout sauf réaliste, mais ça donne cet effet-là extrêmement puissant. Il peut avoir et un premier plan éclairé, et un fond éclairé, et en même temps des très grands contrastes, parce que la beauté du film, c'est le jeu de contraste extraordinaire. On n'arrivait pas à avoir, avec une telle profondeur de champ, autant de contrastes, en fait. Pour avoir des contrastes comme ça, il fallait peu de lumière, mais pour avoir beaucoup de profondeur de champ, il fallait beaucoup de lumière. Donc c'est un film magique, ce film, pour ça. Mais c'est pas sûr que ce soit si réaliste que ça. Oui. Et c'est parce qu'on a ces plans séquences, et d'ailleurs, on a cette scène, effectivement, avec le verre et le flacon, que le spectateur va venir être engagé dans le film. Et par aussi le montage un peu en puzzle, le spectateur va vraiment devoir venir reconstruire dans sa tête la réalité. Vous voyez, et ce n'est plus vraiment le film qui vient se donner au spectateur, mais c'est le spectateur qui doit faire tout un travail pour reconstruire à travers le puzzle du montage ce qu'est la réalité. Donc il y a un vrai jeu avec la mémoire, finalement, des personnages qui vont venir donner comme des nappes de leur passé qui vont être totalement subjectives, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont venir donner leur histoire du passé, pour nous, la vision qu'on a du présent, c'est-à-dire de Kane mort, de ce qu'il est, ou de ce qu'il a été, elle est changée par toutes ces nappes de passé très, très subjectives. Et donc on a tout ce jeu avec la mémoire, où on essaye de retrouver Rosebud. Et je voulais juste rebondir sur une deuxième chose par rapport aux illusions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la première scène, donc on a Kane qui meurt seul dans cette pièce, et il est seul. Et pourtant, il dit Rosebud, et en tant que spectateur, on n'est pas étonné que tout le monde sache qu'il est dit Rosebud, alors qu'il était seul. Et ça, c'est vraiment, dès le début, en fait, on rentre dans un film qui va venir, du début à la fin, nous illusionner, venir jouer avec le spectateur, parce que en vérité, il n'y avait personne dans la pièce. Donc on ne devrait pas savoir que son dernier mot est Rosebud. C'est absolument fascinant. Enfin, je trouve personnellement tout ce jeu d'illusion dans lequel il met directement le spectateur dès l'entrée dans le film. Et enfin, moi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est un puzzle. J'aime beaucoup le mot que tu as employé, de reconstruire par la mémoire. C'est l'histoire d'une vie, mais elle est tout sauf objective, cette histoire. Puisque tout ce qu'on apprend sur Kane est vu à travers le prisme. Alors, des témoins proches qui ont été embarqués dans l'histoire. Il y a la première scène au début, News on the March, l'espèce de rouleau d'actualité, qui lui est censé être assez objectif en fait, mais qui manque le sens de Rosebud, et donc ça lance l'intrigue. Et moi j'aime beaucoup cette idée qu'une vie humaine, c'est forcément quelque chose qui est fait un peu comme un puzzle, de petits morceaux éparses, et qu'on essaye de mettre en ordre. Et pour les mettre en ordre, on va un peu reconstruire le fil de l'histoire. Et chacun modifie, altère un peu l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène du lever de rideau à l'opéra, dans La Chanteuse, qu'on voit 2 fois, en fait, mais de 2 points de vue différents. Et ben, voilà, ça, pour moi, c'est une réflexion sur nos existences, sur la vie humaine, en fait. C'est la vie d'un personnage, on va dire, qui a été très riche et puissant, mais ça pourrait être la vie de tout le monde, à condition de se dire que nos vies, quand on les met en images, ou en récit, au lieu d'être un tas de pièces de puzzle comme ça, elles prennent un peu forme et un peu sens, un peu comme une intrigue policière. Oui, un peu. Moi, je veux bien vous parler de Sartre, alors du coup, si tu veux bien, Claire.
Avec grand plaisir. Parce que moi, c'est ça que j'ai vu dans ce film. Pourquoi j'y vois une réflexion sur l'enfance? Donc, vous avez compris, toute l'intrigue repose sur Rosebud, et on découvre à la fin que ce mot lui rappelle son enfance, et dans son enfance, la mère. Alors, j'aime bien l'analyse de la fin. Il a accumulé des millions et des milliards d'objets, il a eu tout ce qu'il voulait, et Rosebud désigne la seule chose qu'il n'a pas eue. Et qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Sa mère, au moment de l'enfance. Et donc, Rosebud, c'est le souvenir de la mère, en fait. Bon, très belle lecture. Bon, on peut en faire plein de lectures différentes. Moi, je vous propose l'idée suivante. Ce film m'a fait penser à la phrase de Sartre, quand Sartre dit « l'enfance décide ». C'est une phrase, c'est une formule qu'il a dans les mots. Les mots, c'est son histoire de vie, c'est sa biographie. Mais il n'a pas appelé ça une vie, il a appelé ça les mots. Et je me suis toujours demandé pourquoi Sartre appelle son autobiographie les mots. Parce que justement, quand je mets ma vie en mots, je change un peu les choses. Et donc, ce film, c'est l'histoire d'un mot, Rosebud. Et Sartre, quand il dit « l'enfance décide », qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense que ça marche bien avec ce film, à condition qu'on se souvienne de ce que veut dire « l'enfance décide ». Alors, l'enfance décide, c'est une formule qu'on trouve souvent chez les gens, c'est souvent cité, mais on la comprend mal, je pense. On la comprend mal parce qu'on n'a pas vu Citizen Kane. Ou parce qu'on n'a pas vu Citizen Kane avec nous ce soir. Souvent on dit l'enfance décide, ça voudrait dire que ce qui s'est passé dans l'enfance détermine un peu notre vie. Et que finalement, les événements de la petite enfance sont absolument essentiels et déterminants pour le reste de la vie. Vous savez, c'est un peu la théorie que tout se décide avant 6 ans, ou tout se décide avant 4 ans, ou tout se décide dans les 1000 premiers jours. Voilà. Donc on n'arrête pas de repousser comme ça le laps de temps. En fait, c'est pas ça. Sartre ne peut pas dire ça. Sartre, il défend une philosophie de la liberté. Donc je vois mal Sartre dire on est déterminé par ce qui s'est passé dans la petite enfance et qu'on n'a pas choisi. Donc ça ne colle pas avec la philosophie de Sartre de lire ça comme ça. Donc quand on lit les mots, et quand on cherche où est-ce qu'il dit ça, dans les mots, il dit ça pour expliquer pourquoi il a adoré les livres. Et en fait, il raconte qu'il a été élevé par son grand-père, sa grand-mère, et il se trouve que c'est comme ça, c'est absolument contingent, il n'y a pas de déterminisme. La bibliothèque de ses parents était au 6e étage. Et donc il devait monter pour lire. Et quand il lisait, il avait l'impression de s'élever dans les mots, et c'était aussi une élévation physique. Et il raconte qu'il montait au 6e étage, regardait par la fenêtre les gens en bas, et il avait l'impression de dominer le monde, pas par un pouvoir, mais qui était le pouvoir de nommer les choses. Donc il a été fasciné par les mots. Et donc quand il dit « l'enfance décide », ça ne veut pas dire « j'ai vécu quelque chose dans mon enfance qui m'a déterminé à aimer les livres », par exemple. En fait, je pense qu'il veut dire que c'est avec ce qu'on a vécu dans l'enfance qu'on va décider de quoi? Du sens qu'on va donner à notre vie. Mais c'est nous, notre décision, elle nous appartient en quelque sorte. C'est pas l'enfance qui détermine, c'est ce dont on se souvient de notre enfance qui permet de mettre en récit un peu toute notre vie. Donc moi j'aime beaucoup cette idée que une vie humaine, c'est une vie qui va être mise en récit avec des mots ou avec des images. C'est pour ça que c'était important de relier Sartre au cinéma. Et quand elle est mise en mots, elle est reconstruite, elle est bien sûr imaginée, modifiée, altérée. Elle ressemble parfois à quelque chose d'assez décousu. Mais quand même, à travers ça, apparaît le récit d'une vie assez incroyable. Voilà pourquoi je pensais à l'enfance décide. Oui, non, tout à fait. Et c'est vrai que durant toute sa vie, Cain a cherché à retrouver l'amour qu'il n'a pas eu pendant son enfance. Il a cherché à l'avoir en ayant des journaux, en étant aimé par les concitoyens états-uniens, par Suzanne. Et finalement, ça sera un échec. Donc vraiment, ce qu'on peut voir dans ce film, c'est vraiment le portrait type d'un homme qui, en fait, va chercher le bonheur, va chercher la réussite. Et quand il a cette réussite, ça va le rendre amer parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, finalement, le pouvoir et toute cette matérialité, c'est simple à dire, mais ça ne ramène pas un bonheur qu'on n'a pas eu pendant l'enfance et ça ne ramènera pas ce qu'il a perdu pendant cette enfance lorsqu'il jouait dans la neige qui est évidemment très symbolique, on le retrouve souvent quand c'est des souvenirs d'enfance, souvent c'est ramené à la neige parce que c'est cette chose qu'on ne pourra jamais avoir, elle est là,
on peut pas décider de faire venir la neige et elle se ramène vraiment à ses souvenirs d'enfance joyeux dans lesquels on joue. Donc souvent, c'est vrai que c'est un élément qui revient et qui est revenu pendant le film d'ailleurs. Les enfants aiment bien la neige. Oui, tout à fait. Les enfants aiment bien la neige aussi, tout simplement. C'est Noël, c'est les cadeaux. Il y a une sorte d'insouciance de l'enfance associée à la neige. Oui. Et c'est vrai. Pardon. Et non, pas du tout. Non, pour la petite anecdote, je voulais vous dire aussi par rapport à Sartre, qui n'a pas du tout aimé le film. Voilà. Si vous voulez savoir, Sartre estimait qu'on ne devait pas chercher à transformer le réel, à le truquer comme il a pu faire avec ce découpage, avec ces puzzles où on n'arrive pas vraiment à comprendre où est le réel. Pour lui, le réel, il précède la forme et donc on ne doit pas essayer de former le réel. Donc on devrait plutôt faire des films qui essayent de montrer le réel. Je pense qu'il aurait préféré le film qui est en ce moment dit comme le meilleur film de l'histoire du cinéma de Chantal Akerman. De Chantal Akerman, jeune vivement, ouais. Dont d'ailleurs il y a une rétrospective ici, si jamais vous voulez voir, et être plutôt sartrien dans votre analyse cinématographique. Mais voilà, il n'avait pas du tout aimé le film. Et... il y a plein de gens qui sont passés à côté. Hein. Oui, on arrive quand même à en tirer une belle analyse. Borges voit le film et dit c'est un très beau film, mais je pense que c'est le genre de film qu'on ne revoit pas. Voilà. Bon, donc c'est pas très grave. Et effectivement, je pense que chez Sartre, il y a aussi la polémique avec Bazin. Bazin dit c'est le sommet du réalisme, et lui il dit non, c'est le sommet de l'artificialisme. Là, pour le coup, Sartre a raison. Et effectivement, Sartre, il aurait aimé un film sur quelqu'un qui a une vie ordinaire. Parce qu'à l'origine de ce film, en fait, vous avez vu au générique aussi, l'idée de scénario vient de Herman Mankiewicz, le frère aîné de Joseph Mankiewicz. Et c'est lui qui a l'idée de faire un film s'inspirant de la vie d'un vrai milliardaire américain qui est encore vivant au moment de la sortie du film, William Randolph Hearst. Donc ça sonne un peu comme Charles Foster Kane. Donc c'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, on voit le film, on ne pense pas du tout à William Randolph Hearst. Donc c'est quand même un film qui arrive à se détacher de ce personnage qui a vraiment existé, mais donc qui s'inspire de la vie de quelqu'un qui a une vie un peu hors du commun. Donc effectivement, ça n'intéressait pas ça. Enfin, on ne fait pas de film sur des héros, il faut des héros de l'ordinaire, comme Roquentin dans La Nausée, en fait. Il faut des gens de la vie la plus simple. Tout à fait. Bon, ça fait affaire une petite vingtaine de minutes. Des questions, c'est... Et on va vous faire passer le micro. Oui. Ça sera un peu dommage si vous avez des remarques. Oui, je pense. Tenez. Moi je me demandais, vu qu'il a beaucoup truqué, vous disiez, toutes ces scènes, donc je suppose qu'il a fait une majorité du film en studio. Si vous avez la réponse. Oui, la réponse est tout le film est tourné en studio. Il n'y a quasiment aucune scène qui n'est pas tournée en studio. Il y a un enjeu sur le budget. C'est son premier film. Donc ce réalisateur qui sort de nulle part, on ne peut pas lui confier un budget faramineux. Donc il arrive à négocier avec RKO. C'est pour ça qu'il le fait avec RKO aussi. C'est une petite maison de production, c'est la plus petite des 4 grandes, on va dire. Et donc, tourner en studio, ça permet de faire des économies. Mais ça permet ce truc absolument génial aussi, c'est qu'on voit les plafonds et que c'est très bas. Vous avez vu le nombre de fois dans ce film où, en fait, comme tu disais, la caméra est très souvent en contre-plongée. D'habitude, dans un film, une prise en contre-plongée, c'est pour exprimer le pouvoir, la force. En fait, là, c'est tout le contraire, parce que comme il y a des plafonds très bas qui écrasent les personnages, dès qu'on est en contre-plongée, c'est au contraire une situation de faiblesse, de fragilité. C'est le sort qui s'acharne sur eux. Et il y a quelques scènes où la caméra est au-dessus, donc on devrait écraser le personnage. Et à l'inverse, c'est quand la caméra est au-dessus que là, on voit la puissance du personnage, comme sur la très belle affiche qu'on a fait pour la rencontre de ce soir. C'est une des rares scènes où la caméra est au-dessus. Donc, le tournage en studio était essentiel pour la maîtrise technique, pour la maîtrise du budget financier. Et ce que je trouve fantastique, c'est que Wes, il en fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de peinture sur verre, de matte painting. Il y a beaucoup de
d'effets spéciaux. Je vous ai dit, il y a presque un effet spécial par plan. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce film, il est d'une telle richesse que c'est extraordinaire à voir, quoi. Voilà. Ça vous a pas dérangé que non, du non, décor. mais je pensais aussi par rapport au contraste, je pense ils ont dû beaucoup, étant donné qu'en plus il a une formation dans le théâtre, je pense que c'était tout à fait bénéfique pour lui d'utiliser ses compétences et ses savoir-faire. Mais merci. Oui, par rapport au plafond, ce que je voulais dire, c'est que dès le début du film, si on est dans une réflexion très esthétique poussée, bon, moi je ne l'avais pas vu avant de réfléchir sur le film évidemment, mais parce qu'on voit ces plafonds et cette contre-plongée, c'est directement l'échec et la volonté de puissance de Kane d'essayer de viser les étoiles, comme on dirait, qui se retrouve obscurci. En fait, dès le début, il est bloqué par ces plafonds eux-mêmes qui viennent arrêter la vision qu'on pourrait avoir vers la hauteur. Donc c'est absolument fascinant, la manière de la penser à absolument tous ces plans. Voilà. Si vous avez d'autres questions ou remarques. Bonsoir, merci pour la discussion. C'était un plaisir de revoir ce film qui est culturellement signifiant, hein, comme disent les Américains, c'est comme ça qu'ils l'ont désigné. Je me souviens l'avoir vu quand j'étais assez jeune, et le journalisme m'intéressait déjà à cette époque, et d'ailleurs après, plus tard, quand j'ai été plus grand, j'ai vu le vrai Xanadu qui existe vraiment, hein, c'est Hearst Castle, c'est en Californie, c'est pas en Floride d'ailleurs, et c'est un peu comme ça, c'est du rococo, enfin c'est, vous savez, le kitsch américain des milliardaires, quoi, c'est-à-dire ils importent des vieilleries européennes, et ensuite ils les amassent, et ça c'est un peu criant, criard plutôt esthétiquement, mais moi je serais vraiment intéressé de savoir ce que les gens en ont pensé, surtout les jeunes en fait, parce que, vous voyez, moi je l'ai vu, je sais pas, je devais avoir 10, 12 ans, et ce film n'est pas dans mon panthéon personnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas mon film préféré. Je n'avais pas su analyser pourquoi. Et je crois qu'en revoyant, j'ai compris ce qui m'avait un petit peu dérangé. D'ailleurs, je trouve que ça se reflète dans les commentaires que vous faites. Vous parlez beaucoup de technique, d'esthétique, hein, c'est-à-dire c'est tout pour une belle image. Et en fait, c'est un peu ça qui me gêne. C'est-à-dire, je me souviens, j'avais vu à peu près au même âge Limelight de Charlie Chaplin. Et je me souviens quand j'étais gosse, mais vous riez, vous pleurez. Et je l'ai revu plein de fois dans ma vie, Limelight. Et c'est toujours pareil, on rit, on pleure. Là, j'ai l'impression que les gens, dans l'ensemble, enfin, le public à Paris, ouvertement, je ne sais pas s'il a pleuré, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait beaucoup du rouge, mais en fait, c'est ça qui me gêne dans ce film. C'est-à-dire qu'il est esthétique plutôt qu'émotionnel. Et c'est pour ça qu'il n'est pas à mon panthéon personnel. Vous pensez quoi de cette analyse ? Moi, personnellement, je pense que dans chaque film, on peut rechercher quelque chose de différent. Évidemment, si ce qui te touche le plus, ça va être l'émotionnel, ça va être les tranches de vie, tu peux te tourner vers d'autres types de films. Mais ce qui fait vraiment la spécificité de ce film et qui fait qu'on peut l'aimer, je ne pense pas qu'il faille regarder du côté de l'émotionnel, mais il faut regarder quand même l'esthétique baroque, si je puis dire, l'esthétique expressionniste qu'il a mis en œuvre. Et en fait, quand on pense un film, il faut le penser aussi dans son contexte. Et à l'époque, cette accumulation, il fait pratiquement, comme ils font à Xanadu, il accumule tous les effets. Et en fait, c'est ça qui, dans le contexte dans lequel il a créé le film, était révolutionnaire. Donc je pense, en fait, quand on regarde un film, enfin, c'est que mon avis personnel, mais on ne peut pas que dire « Ah, moi j'ai aimé, moi je n'ai pas aimé ». En fait, il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel ça a été créé, qu'est-ce qui était fait à l'époque, pourquoi est-ce que ce film a pu être aimé, moins aimé. Alors, il a absolument été détesté quand il est sorti. Sartre a dit quand Hollywood se met à penser. À Hollywood, ils l'ont détesté parce que voilà, ils trouvaient que c'était une critique de leur propre système qu'ils n'ont pas du tout aimé. Donc déjà, pour ça, ça avait été assez nouveau à l'époque. Et pour l'accumulation des effets et toute cette réflexion au travers de l'esthétique, en fait, c'est quelque chose qui est hyper important, de réfléchir à des nouveaux moyens de bouger la caméra, des nouveaux moyens de bouger dans un film, de mettre en avant, par exemple, le temps dans un film. Tout ça, pour moi, c'est des éléments qui sont très importants, mais qui, effectivement, demandent une réflexion après le film et à connaître un peu plus le contexte. Et donc, c'est vrai que pour une première vision, c'est peut-être plus difficile d'accès que des films qui, directement, vont provoquer une émotion en nous, vont venir chercher une forme pratiquement parfois de pathos, je dirais, et qui, parce que dès que tu vas ressortir de la séance, tu vas avoir ressenti des choses et tu vas, peut-être je parle beaucoup, mais tu vas
voilà, tu vas t'être dit, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, je me suis vraiment sentie transportée, je me suis peut-être même identifiée au personnage. Voilà, c'est deux lectures du film qui sont différentes et je pense pas qu'il faille forcément en mettre une en avant sur l'autre, mais juste il faut avoir conscience de ces différentes lectures de films possibles. Voilà, c'est mon avis. Mais Alors, moi j'aime beaucoup la dimension un peu confidence de votre intervention. Donc confidence pour confidence, c'est la règle. Moi aussi, je l'ai vu vers 12 ans. Je crois que je l'ai dû le voir à 13 ans. Et alors moi aussi, je suis passé à côté. Je le vois à 13 ans, je me dis, alors c'est ça, Citizen Kane? Je n'ai rien compris, quoi. Je ne comprenais pas pourquoi on en faisait tout ce foin. Et dans mon panthéon personnel, à cet âge-là, il y avait un autre film, alors que je revoyais très très souvent, c'était Chantons sous la pluie. Moi, c'est pas Limelight, mais voilà. Et effectivement, Chantons sous la pluie, bah, là, voilà, il y a de l'émotion. Donc, je réfléchis à cette question. Est-ce qu'on peut avoir une porte d'entrée un peu plus émotionnelle dans un film comme Citizen Kane? Et c'est vrai, votre remarque, elle me fait prendre conscience de ça. On a souvent tendance à avoir un point de vue de cinéphile sur Citizen Kane, c'est-à-dire on va analyser la plasticité, l'image. C'est pour ça que je me dis, c'est bien de se rappeler, c'est bien de le voir comme une réflexion sur l'enfance. Moi, je le vois aujourd'hui, je suis assez touché quand même par la fin. Cet homme seul, qui a tout ce qu'il veut, qui n'arrive pas à garder l'amour de Suzanne, et qui récupère, parce que moi je connais la fin, je l'ai déjà vu, donc je sais que Rosebud c'est le souvenir de sa maman, et qui récupère la boule à neige. Moi je suis vraiment très très touché par cette séquence. Et quand j'ai écrit sur l'enfance, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'enfance, c'est pas une période de la vie en fait. Moi je dis, quand je commençais à réfléchir dessus, je demandais à mes proches, c'est quoi l'enfance pour vous? Et ils me disaient tous, c'est une période de la vie. Et en fait je me suis rendu compte que non. L'enfance, c'est une idée qu'on a dans notre tête. Et cette idée, au fil de notre existence, elle change. Et je pense qu'il y a des âges de la vie où on est assez loin de cette idée de l'enfance. On n'y repense pas, on n'a pas besoin d'y repenser. Et puis il y a d'autres âges de la vie où tout à coup, je ne dis pas qu'on retourne en enfance, mais on se réconcilie avec son enfance. Et donc, il y a bien un âge où on ne pense pas à son enfance, c'est quand on a 12-13 ans. C'est le pire moment pour voir un film sur l'enfance. Moi, je me souviens... alors, dans le livre que j'ai écrit sur l'enfance, il y a un autre film que je trouve magnifique sur l'enfance, c'est La Nuit du Chasseur. La Nuit du Chasseur, c'est sur des enfants aussi. Et moi, je voulais le montrer à mes enfants quand ils étaient petits. Et je crois que je l'ai montré trop tôt, en fait. Je l'ai montré à un moment où ils n'étaient pas prêts pour être embarqués comme ça par à la fois la très grande beauté plastique du film, beauté plastique, et en même temps, effectivement, cette connexion avec l'enfance. Donc, moi, je sens beaucoup d'émotions dans ce film. Ça vaut le coup de le revoir. J'ai dit à ceux qui le voyaient pour la première fois, il faudra que vous le revoyiez. Je trouve que le fait de le revoir, de le voir sur le grand écran, moi, je crois que c'est la première fois que je le vois au cinéma. Je l'ai vu à la télé, je l'ai vu en DVD, mais je ne l'avais jamais vu sur un aussi grand écran. Ça peut enrichir l'expérience du film. Et donc, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas été touché ce soir, il faudra revenir le voir. Et merci pour votre réponse. Et juste pour un clin d'œil qui peut-être va nourrir votre thèse, c'est que je ne sais pas si vous connaissez La jeunesse de Picsou, qui a été écrite par Don Rosa, mais le dernier épisode, où il est déjà un vieillard tel qu'on le connaît, il y a une scène qui est totalement calquée sur le début de Citizen Kane. Il est là avec sa boule de neige, il ne dit pas Rosebud mais Goldie, qui est le nom d'une amoureuse qu'il a connue quand il était jeune, et il y a le même faux documentaire qui résume la vie de Picsou. Donc ça a tellement marqué la psyché américaine que je pense que les jeunes qui lisent Picsou n'ont aucune idée qu'ils sont en train de regarder une sorte de clin d'œil à Citizen Kane. Donc voilà, si ça vous intéresse, la BD, je vous le recommande. Super, je suis preneur. Dans les Simpsons, il y a beaucoup d'épisodes des Simpsons qui font référence à cette idée. Comment faire pour décider finalement quand on n'a pas eu d'enfance? Et il y a plusieurs moments où en fait on voit que Charles Foster Kane est très narcissique, qu'il tente de maîtriser l'opinion publique, l'image qu'il a de lui. Et la scène avec les miroirs d'ailleurs, c'est aussi une fissure de l'identité, où il essaie finalement de rassembler... Les miroirs qui se reflètent à l'infini, là. Exactement. Ah ouais, extraordinaire. Et puisque finalement il n'a pas eu d'enfance, il reste dans l'indécision de sa vie. Il ne sait pas comment choisir et finalement il enchaîne plusieurs choses sans vraiment avoir quelque chose. Et d'ailleurs, quand il rencontre sa deuxième femme,
il essaye de l'élever en quelque sorte. Et voilà, je voulais justement savoir comment faire, comment décider de l'enfance quand on manque d'enfance. Alors, moi, je répondrai en 2 temps, par le film et par ça. Par le film, oui, oui. Par le film, ce qui est très beau dans le film, vous avez vu, finalement, ce sont des témoignages, et il y a 5 témoignages, enfin il y en a 6, mais il y a 2 fois le témoignage de Suzanne, et qui s'imbriquent de manière très différente. En fait, c'est un labyrinthe, ce film. On ne sait plus trop où on est, les fondus enchaînés, le témoignage de Leland est extraordinaire. Moi, je crois que c'est mon préféré, où il est dans sa maison de retraite avec des infirmières. Voilà, donc ce film-là, c'est une sorte de labyrinthe, et on décide au sens où, effectivement, comme c'est pas une ligne droite, on va pouvoir errer. Et peut-être que la décision de l'existence, elle consiste effectivement à se rendre compte que nous sommes dans notre vie comme des fantômes, en fait. Nous errons, nous allons de ci, de là. Il n'y a pas de chemin déjà tout tracé à suivre. Et donc on va aller dans une pièce, dans une autre, on va retourner dans certaines pièces, comme les fantômes qui reviennent dans les couloirs des châteaux. Et du côté de chez Sartre, il y a une idée qui est très belle et que j'aime beaucoup, pour justement se dire, on n'est pas déterminé par ce qui nous est arrivé dans l'enfance. Il y a cette idée que ce qui compte, c'est qu'on, je vais dire comme ça, on ne peut pas changer ce qui nous est arrivé, mais on peut changer le sens qu'on donne à ce qui nous est arrivé. Et donc, je ne peux pas changer le fait que ma mère m'a confié à un banquier, un riche banquier pour m'éduquer, ok. En revanche, c'est moi qui décide que j'ai vécu là un creux, un manque absolument essentiel, que je vais tenter de résorber par cette acquisition effrénée de toutes ces richesses, et ça va faire la vie de Charles Foster Kane. Vous voyez, ça aurait pu être la même situation, mais j'aurais décidé de la vivre autrement. Et ce qui compte, c'est pas ce qui nous arrive, c'est la façon dont on vit ce qui nous arrive. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une séance de cinéma, oui, mais en même temps, c'est peut-être la plus grande séance de cinéma de toute notre existence. Merci. On peut continuer avec le buffet si vous voulez. C'est une bonne idée. Merci en tout cas d'être venu. Merci à notre invité, merci à Claire à vous d'avoir préparé la séance. Je tiens à préciser que le livre de Laurent, si vous voulez, sur lequel il a travaillé sur le thème de l'enfance, est disponible en haut en bon de commande, Oui. si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous pourrez continuer la discussion avec nous et avec Laurent, et vous pourrez aussi acheter son livre. Et nos revues. Et pas nos revues, mais nous produisons aussi des revues papier annuelles, donc, et nous avons une web review. Et on fait plein d'autres choses si ça vous intéresse, Opium Philosophie. Voilà. Vous pouvez nous retrouver au Salon de la Revue samedi et dimanche. Vendredi même. Et même vendredi. Merci. Et là, c'est la prochaine séance. Ah oui, la prochaine séance sera le 14 novembre et ce sera À nous la liberté de René Clair, un film de 1931 avec une invitée, une historienne qui s'appelle Romane Carballo. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous a plu. Nous, on a passé une super soirée. On a passé une super soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Opium Philosophie, c'est juste en dessous. Oui, c'est dans le lien, et aussi à nos réseaux sociaux, et d'aller voir notre revue web et nos autres vidéos. Merci.